Je commence par remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à cette journée. Et donc, la mission qui m'a été confiée est de répondre à la question « La duostime est-elle encore d'actualité ?» Alors, j'ai trouvé que la question était très intéressante parce que c'est un sujet de controverse. C'est un sujet de controverse. Déjà, si on regarde un peu les publications récentes, là, l'italien Angelo Tocci, il publie en 2023, en mars, c'est assez récent, l'utilisation de la double stimulation en routine pour les mauvaises répondeuses, elle n'est pas logique, elle manque de rationnel, elle manque de preuves scientifiques et elle manque de recul. Donc c'est une publication qui est un peu cassante, d'accord? Mais il y a Garcia Velasco qui lui répond récemment. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Donc, il a publié avec Ubaldi qui, dans son équipe, il utilise systématiquement la duostime chez les mauvaises répondeuses. Ils font systématiquement la duostime avec du PGTA. Et donc, pour eux, c'est le protocole de routine. Donc, ils sont convaincus. Et donc, Garcia lui répond, non, je ne suis pas d'accord. La duostime, elle réduit le temps à la naissance et la grossesse. Ça minimise les annulations et les discontinuations de traitement. Et peut-être, probablement que même de point de vue coût, c'est intéressant. Bon, Tocci n'est pas d'accord, il dit franchement, la discussion autour de ce sujet, elle est close, je ne vais pas trop discuter dessus. Donc, vous voyez qu'il y a quand même débat. Donc, alors cette duostime, est-ce qu'elle est vraiment finie? Est-ce qu'elle est vraiment très intéressante? Est-ce que le sujet et le débat, est-ce qu'il est vraiment clos? On va essayer de comprendre. Et pour répondre à cette question, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui commence de la compréhension de la folliculogenèse pour arriver à la duostimulation. Et donc, ça commence tout d'abord sur le modèle animal. On a commencé petit à petit à comprendre cette folliculogenèse et à comprendre un peu ce système et ce mécanisme de recrutement folliculaire, d'abord chez l'animal, puis chez le modèle humain, chez la femme, où on a compris que, en fait, au cours d'un cycle ovarien, il n'y avait pas une seule vague donc, de recrutement folliculaire, mais il y avait 2 ou parfois même 3 vagues. Et comme on voit sur ce schéma, donc là c'est les menstruations, les règles. Là on va la vague, donc la première vague c'est la vague qui est ovulatoire, c'est la vague principale. Donc on va avoir l'ovulation et le corps jaune. Et par la suite, en phase lutéale, pendant que le corps jaune est en train de disparaître, il va y avoir une petite vague de recrutement folliculaire. Et des fois, il y a même 2 vagues, 2 petites vagues. Et on a compris petit à petit que ces petites vagues, on pouvait les stimuler. D'accord ? On a vu la première publication apparaître sur la stimulation de ces vagues. Donc, c'est la stimulation folliculaire en phase lutéale. C'est un article qui a été publié par l'Allemand Michael von Wolf, où il a en fait stimulé en phase lutéale une patiente qui avait un cancer et qui avait une indication de préservation de la fertilité. Et donc, en 2019, première publication sur la stimulation, en 2009, première publication sur la stimulation en phase lutéale. Par la suite, avec plusieurs études, plusieurs publications, on a pu démontrer et montrer que en fait, ces follicules qu'on récupérait en phase lutéale, il était aussi bon, il était aussi compétent que ceux qu'on récupérait en phase folliculaire. Et pour l'histoire aussi, donc le premier cas publié de double stimulation dans la littérature, c'est un cas qui a été publié par les 2 Chinois, Xu et Li, donc, où les auteurs ils disent « This article reports a novel strategy », donc c'est une nouvelle stratégie de stimulation ovarienne pour les mauvaises répondeuses avec 2 ponctions ovocytaires pendant la phase folliculaire et la phase lutéale d'un même cycle, donc ce que j'ai appelé, vous voyez à côté, le 2 en 1, en fait, 2 ponctions dans un cycle. Et je vous raconte quand même le premier cas, c'est une patiente de 41 ans qui a eu une mild stimulation avec à la première ponction, donc une ponction blanche. Et les auteurs, ils ont repris la stimulation 2 jours après. Ils ont pu récupérer un ovocyte mature qui a donné un embryon stade clivage qui a été congelé. Bon, les auteurs, ils ont fait le transfert dans un cycle d'embryon congelé. Il n'y a pas eu de grossesse, mais c'est la première duostime ou double stimulation qui a été publiée. Donc,
de 2009 à 2013, premier cas. Alors, comment ça se passe en pratique, en double stimulation? En fait, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une seule méthode, il y a plusieurs façons de faire. Le principe, il est simple. On va faire une stimulation classique au début, en phase folliculaire. Chaque équipe a son protocole, sa petite sauce. Donc, il y a des gens qui vont stimuler une stimulation conventionnelle. Il y a d'autres qui vont faire une mild stim. D'accord? Souvent, c'est des cycles antagonistes. Et le plus souvent, on fait le déclenchement de l'ovulation avec un agoniste. Après une fenêtre d'1 à 5 jours, on va reprendre la stimulation. Pareil, chaque équipe son protocole, ou bien avec une stimulation conventionnelle, ou bien avec une mild stim. On va bloquer, la plupart des équipes bloquent avec l'antagoniste, mais il y a d'autres qui bloquent avec la progestérone. La progestérone, ici, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que quand on bloque avec la progestérone en phase lutéale, on va diminuer le risque d'avoir la ponction pendant les règles. D'accord? Et donc, on va avoir une deuxième ponction. Les premiers embryons qu'on a obtenus, ils ont été congelés. La deuxième ponction, vu qu'on est en asynchronisme donc entre les embryons et l'endomètre, donc on est aussi obligé de congeler. Donc on va faire la deuxième congélation et on va faire par la suite un cycle de transfert d'embryons congelés. Ça, c'est un autre protocole. Vous voyez cette équipe chinoise, par exemple, elle déclenche par la CG. D'accord? Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc on ne va pas tous les détailler. Alors, en matière de double stimulation, en fait, ce qu'il y a très peu d'études. Il n'y a pas d'études randomisées. Les études qui sont disponibles, elles sont des petites études de faible puissance scientifique, plus souvent rétrospectives, des petites études cas témoins. D'accord? Il n'y a pas de fort niveau scientifique. D'accord? Et donc, on va commencer par voir un peu ces études, ce qu'elles ont montré. Tout d'abord, la stimulation en phase folliculaire versus stimulation en phase lutéale, chez les mauvaises répondeuses. Donc, quand on stimule en phase lutéale, la stimulation elle est plus longue, ça consomme plus de gonadotrophine, mais on obtient un même taux de fertilisation pour les ovocytes, un même taux de blastulation et un même taux d'aneuploïdie. Si on regarde de point de vue nombre, est-ce qu'on obtient plus ou moins? En fait, à part l'étude de Gourdon, il y a une seule étude dans la littérature qui trouve que la stimulation en phase lutéale, elle donne moins d'ovocytes. Elle donne moins d'ovocytes. D'accord? Toutes les autres études trouvent que la stimulation en phase lutéale donne ou bien autant, ou bien plus d'ovocytes que la stimulation en phase folliculaire. Bon, une des théories avancées que c'est probablement en fait le fait de stimuler en phase folliculaire, ça stimule les tout petits follicules et donc ça les booste et donc pendant la phase lutéale, on va avoir tendance à avoir plus de follicules. Alors, si on compare le 2 en 1 versus 1, c'est-à-dire une double stimulation versus une seule FIV classique, une seule stimulation. Bien évidemment, quand on fait 2 fois, on va avoir plus d'ovocytes. Donc, on va avoir plus d'ovocytes en métaphase 2, plus de blastocystes et plus d'embryons congelés. D'accord. Les embryons qu'on obtient en phase folliculaire, ils ont le même taux d'implantation que ceux qu'on obtient en phase lutéale. Et bon, il n'y a pas d'étude ici qui compare le taux de grossesse entre duostim et une FIV, mais si j'ai pris cette étude chinoise et j'ai calculé, après la première ponction, si les auteurs se sont arrêtés ici, ils auraient eu 8% de patientes enceintes, 4 sur 50, et vu qu'ils ont continué une deuxième stimulation, une deuxième ponction, ils ont arrivé à 11 patientes enceintes sur 50, donc 22%. Donc, c'est à peu près, on va doubler, vu qu'on va faire le double, d'accord, par rapport à une seule ponction. D'accord. Alors, si on compare le 2 en 1 versus 1 plus 1, c'est-à-dire une duostim ou bien stimulation simple et une deuxième stimulation simple. D'accord. Bon. Ce qu'on trouve, c'est qu'il y a significativement moins d'abandon en cas de duostim par rapport à 2 stimulations. Pourquoi? Parce que, bon, généralement, cette technique elle est indiquée chez les mauvaises répondeuses. Chez les mauvaises répondeuses, il y a pas mal de déceptions. Il y a les ponctions blanches, il y a les non-fécondations. Donc, il y a beaucoup de patientes qui sont déçues et qui ne reviennent pas pour faire la deuxième FIV. Alors que
si on démarre dès le départ avec une duostime, il y a tendance à continuer, même s'il y a un petit échec à la première ponction, parce qu'elles savent qu'elles ont 2 ponctions. D'accord ? Par contre, si on compare donc, en matière de taux de grossesse, en fait, le taux de grossesse est le même. On retrouve les mêmes constatations à peu près. En fait, ça, c'est la seule étude qui a comparé une duostime à 2 stimes conventionnelles. Elle a été publiée l'année dernière. Et en fait, la duostime, elle est plus longue. Ça consomme plus de gonadotrophine, mais en fait, on a tendance à avoir moins d'embryons congelés en cas de duostime. C'est-à-dire que si on fait 2 stimulations simples, bon, c'est une seule étude, reste à confirmer. C'est-à-dire on fait 2 stimulations simples, on a plus d'embryons. Voilà la conclusion de l'étude. Alors, this study shows that the double stimulation protocol is inferior to the 2 consecutive mild stimulation. Donc, si on fait une duostime, c'est inférieur en termes d'embryons congelés, in terms of the number of frozen embryos. Mais la différence en taux de grossesse, en fait, il n'y a pas de différence. Taux de grossesse, c'est la même chose. Bon. Concernant la comparaison des coûts, dans la littérature, jusque-là, il n'y a pas d'étude qui a comparé les coûts duostime et de FIV. Donc, j'ai essayé de faire une stimulation tout seul. Et donc j'ai simulé le coût d'une FIV avec un protocole antagoniste, 3 ampoules par jour pendant 10 jours. Et là, la FIV, elle coûterait à peu près, une FIV, coûterait à peu près 4400 dinars. Une duostime, elle coûterait à peu près 9800 dinars. D'accord. Bon, ça, c'est question de coût. Mais si on fait le pour et le contre, bon, chez les patientes qui ont dépensé 9800 dinars, il y aura plus de patientes enceintes. D'accord. Chez les patientes qui ont dépensé 4400 dinars, il y aura quand même une partie de ces patientes qui sera enceinte, sans avoir à dépenser les 5400 dinars en plus. D'accord. Et pour les autres qui n'ont pas eu leur grossesse, on pourra leur proposer de refaire une deuxième FIV, sachant que 2 FIV va avoir en matière de taux de grossesse le même résultat qu'une duostime. Alors, si on fait alors 2 FIV, c'est-à-dire que les patientes qui n'ont pas réussi à obtenir leur grossesse au cours de la première stimulation, on va leur proposer une deuxième stimulation, une deuxième ponction. Là, le coût de 2 FIV va être de 8800 contre 9800 dinars pour la duostime. Pourquoi? Parce que 2 FIV, si on fait les transferts en frais à chaque fois, donc c'est stimulation, ponction, transfert, stimulation, ponction, transfert. Alors qu'une duostime, c'est une stimulation, ponction, congélation, stimulation, ponction, congélation, décongélation, transfert. Donc, il y a 2 congélations en plus et une décongélation. D'accord? C'est ce qui augmente le coût. Bon, bien sûr, ici, on va avoir les mêmes taux de grossesse avec un coût moindre, mais bien sûr, en cours de route, on va perdre quelques patientes qui vont abandonner. Donc, il y a du pour, il y a du contre. D'accord? Alors, dans la littérature, qu'est-ce qu'on trouve comme consensus et recommandations à propos de cette technique? Alors, voilà Ernesto Bosch qui revient donc, avec nous. Donc, si on voit ce consensus, le consensus de Delphi qui a été publié en 2019, bon, ici le groupe avec Ernesto Bosch, avec Renato Fanchin, avec Politzos, Garcia Velasco, Peter Humayden, il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Alors, ici, le groupe, il recommande que la technique doit être utilisée quand il y a urgence à obtenir des ovocytes. D'accord? Et ça inclut les cas de préservation de fertilité pour cancer, les patientes d'âge avancé et les patientes à réserve ovarienne réduite. Plus récemment, en 2020, les guidelines de l'ECHRE, d'accord? Donc là, l'équipe, elle comprend encore Ernesto Bosch, il y a Michael Greenberg avec eux, Peter Humayden, Lamarca, d'accord? Et là, les recommandations, en fait, elles sont plus strictes. Les auteurs ici, ils disent que vu qu'il n'y a pas d'études randomisées sur cette technique, donc il n'y a pas d'études randomisées qui comparent cette technique par rapport à 2 FIV classiques. Donc là, pour le moment, on ne peut pas recommander cette technique pour les mauvaises répondeuses. D'accord. Et donc est-ce que, vraiment, comme l'a dit Tochi, cette technique, elle est finie et qu'elle est vraiment inutile et qu'il n'y a pas de perspective?
Donc, comme il a dit, le sujet il est clos, on n'en reparle plus. Ou peut-être que le sujet n'est pas vraiment encore clos. Là, comme perspective, quand on regarde le clinicaltrial.gov, on trouve que l'équipe de Dexius elle est actuellement en train d'inclure dans une étude randomisée donc deux bras de ce qu'elle a appelé le DuoStim Fresh. Le DuoStim Fresh. Là, les auteurs, ils ont eu comme idée, on dit bon, on va essayer de diminuer le temps, vu que le fait de ponctionner, congeler, congélation et transfert cycle après, c'est lent. On va essayer de diminuer le temps et diminuer le coût. Ce qu'on va faire, on dit pourquoi pas faire la première stimulation en phase lutéale, ponctionner, congeler, faire la deuxième stimulation en phase folliculaire et transférer en frais avec les embryons qu'on a obtenus dans la phase lutéale précédente. Et là, oui, pourquoi pas, ça peut être une idée, il faut attendre les résultats, c'est en cours. D'accord ? Et donc, le take-home message que j'aimerais passer, que en fait, ne va pas dire que c'est une technique qui est abandonnée. On ne sait pas encore que si c'est vraiment la technique miracle ou magique pour les mauvaises répondeuses. Bon, c'est une technique qui s'ajoute à l'arsenal thérapeutique en PMA. C'est bien, plus on a des techniques et plus on a des possibilités de manœuvrer après. En fait, c'est 2 stimulations et 2 ponctions en un cycle, ce qui permet d'avoir plus d'embryons en un temps court. La place actuelle de cette technique n'est pas bien définie et il est nécessaire d'avoir plus d'études avec un bon niveau de preuve scientifique, notamment des études randomisées, pour comprendre un peu la place de la technique. L'obligation de la congélation et le coût élevé sont des inconvénients actuellement pour cette technique. Et je vous remercie.